Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec les intelligences artificielles pour coder. Moi, je m'intéresse pas mal à ça parce qu'il y a de plus en plus d'IDE qui sortent pour nous aider en fait à développer et à gagner en productivité sur notre travail de tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ceci. Il y a Windsurf qui est l'ancien Codeion, Juni qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est du coup l'outil IntelliJ pour revenir coder à ta place sur ton IDE. Cursor, qui est un petit peu plus vieux dans le domaine, qui a en fait un fork de VS Code et qui permet de faire ça. Et le but, très clairement, c'est d'ouvrir le chat dans l'IDE et de lui dire vas-y, développe mon projet, s'il te plaît, et moi, je ne fais rien. C'est là qu'on va en arriver. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, le vibe coding. En fait, le coding, c'est une nouvelle approche qui va s'appuyer sur les intelligences artificielles et de dire je vais développer sans développer, juste en langage naturel, en posant des questions à une intelligence artificielle et obtenir un résultat satisfaisant pour mon application. Donc, je vais essayer d'un peu surfer sur ça, sur le vibe coding. Ça paraît sympa comme, euh, comme concept. Tous ces idéaux-là, ils ont un point commun. C'est Claude, qui a plutôt révolutionné la partie coding au niveau intelligence artificielle. À la base, je pense qu'on a tous commencé pareil avec ChatGPT pour essayer de nous aider à coder. Ça marche plus ou moins bien. Alors, ça marche bien sur des petites fonctions, etc., pour remplacer un Stack Overflow quand on a des problèmes ou quand on veut chercher des exemples. Par contre, pour faire un projet entier, pour avoir déjà essayé, on se prend vite les pieds dans le tapis. Il perd le contexte, donc des fois il revient sur du code qu'il a déjà fait, il change tout, etc. C'est pas évident. Claude est un peu plus performant là-dessus. Donc c'est un petit peu magique. Euh, voilà. Alors moi, c'est Nicolas Debloc. Je sais pas si vous m'avez reconnu, je ressemble un petit peu à Adrien là-bas. C'est pas pour rien. Je suis plus jeune que lui, ouais, en plus jeune. C'est mon grand frère. Moi, j'ai un peu plus de cheveux que lui, ça se voit. Du coup, développeur depuis j'ai fait Miage, j'ai eu mon développement en 2012, donc ça fait un petit moment, avec une petite casquette d'expertise ici chez Etal aussi. Je fais de la formation. J'aime beaucoup la musique, les instruments là, c'était mes premiers instruments qui traînent derrière, que j'ai ramené pour s'amuser un peu le midi. Et j'aime bien aussi faire des pizzas. Ceux qui ont pu assister avec Noé, on aime bien faire des pizzas. On a déjà fait plusieurs fois ici. De quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous montrer en fait comment développer une to-do list. Vous allez me dire facile avec ce genre d'idée-là. Je vais essayer de voir un petit peu quelques conseils à vous donner pour pouvoir utiliser ça. Et je vais aller un peu plus loin parce qu'une to-do list c'est facile. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait un POC d'un media center voilà, en application. Et enfin, on va conclure en parlant un peu de nous dans tout ça et quel avenir ça dans quel avenir ça va nous faire aller. Pourquoi Claude pour le code? J'ai commencé un peu à en parler par rapport à d'autres LLM. En fait, ce qui est bien avec Claude, c'est que déjà, il ne va pas perdre de contexte. Donc, quand on va commencer à lui parler, il y a pas mal de LLM qui, au bout de 5 minutes, beaucoup de texte, va revenir sur ce qu'il a déjà fait, va recoder du coup des fichiers, etc. Il va le faire complètement différemment. Et du coup, ça ne marche plus. Et c'est embêtant parce que du coup, je n'arrive pas à garder un code clair, etc. Donc ça, c'est une première approche de Claude qui est plutôt sympa. Il va avoir une meilleure analyse des besoins aussi qu'on va lui spécifier. Il va avoir une gestion précise des erreurs. Il va aussi savoir faire un code qui fonctionne quasiment du premier coup, ou avec d'autres LLM, on va devoir quand même venir beaucoup faire de debug, etc., avant que ça fonctionne, et nous faire gagner pas mal de temps. Et c'est pour ça que les IDE qui ont choisi d'essayer de faire un peu d'intelligence artificielle directement pour venir coder à notre place se basent beaucoup là-dessus, même si vous allez me dire qu'il y a des options pour dire vas-y, je peux aller utiliser ChatGPT, DeepSeek ou d'autres LLM, hein, bien sûr, mais ça ne sera pas forcément aussi performant. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler de Cursor, parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé aujourd'hui.
Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Un petit peu d'historique sur cet outil. Donc, en 2022, on a eu la fondation de Anysphere, qui est bon, la boîte qui fait cette IDE, qui est tout simplement un fork de VS Code. En 2023, une première version grand public, avec une levée de fonds de 8 millions pardon, de dollars apportés par OpenAI. En 2024, intégration de Claude 3, avec une nouvelle levée de fonds de 60 millions de dollars. Et en 2025, une levée de fonds de 105 millions de dollars, avec une entreprise valorisée à 2,5 milliards de dollars. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est quand même une grosse boîte et on voit que ça grossit, que ça prend de plus en plus d'importance. Donc, je parle de Curtor, je n'ai pas regardé les autres, je n'ai pas regardé Windsurf, qui doivent avoir le même genre d'ambition. Voilà. Bon, allons dans le vif du sujet, développons cette to-do list. La première étape que je vous conseille à faire quand on veut faire une application comme ça avec ce genre d'outil, c'est de faire un prompt assez clair. Donc, une des solutions pour créer un prompt assez clair, parce que moi, je ne sais pas écrire d'une très bonne façon, c'est d'aller sur un outil, ChatGPT, Claude AI, pour lui demander de le faire à ma place. On est fainéant ou on ne l'est pas. Du coup, je vais sur un de ces outils-là, je lui dis aide-moi à préparer un prompt, je lui explique un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le projet. Donc là, en l'occurrence, je voulais utiliser Express, Vue.js, faire un back, un front, avoir du coup des features, ajouter, supprimer, modifier les éléments de ma to-do list. Je lui précise que je veux utiliser un IDE qui fait le taf et qui veut coder à ma place. Et je lui dis, allez go, génère-moi un prompt. Qu'est-ce qu'il me répond alors là, c'était sur Cloud AI en l'occurrence. Il me répond un super fichier Markdown que je peux copier-coller directement dans mon IDE euh, avec des choses très structurées. Donc, pour en arriver à ce prompt-là, je n'ai pas juste tapé ce que j'ai mis avant. J'ai quand même été un petit peu travaillé pour ajouter des choses et je l'ai un petit peu modifié manuellement pour avoir quelque chose que je voulais. Mais grosso merdo, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. En 10 minutes, on peut créer ce genre de fichier. Donc là, ce qu'on va faire pour la to-do list, c'est que on lui demande d'avoir une certaine structure de projet. On lui dit fais un back, un front. Donc sur le back, le front, on va préciser sur quel port on va tourner, quelle structure on veut mettre en place au niveau des fichiers, quelle feature on veut qu'il y ait dedans. Je lui ai aussi demandé, pas juste de coder, j'aimerais faire un projet plus ou moins qualitatif, plus qualitatif même, ça serait mieux. Et donc je lui demande de mettre du Docker, de la documentation, et je lui rappelle des choses importantes que je veux dans le projet pour pas qu'il se trompe et qu'il me fasse quelque chose qui va bien fonctionner. Notamment, je lui précise que l'application doit fonctionner du premier coup, ce qui arrive très rarement au final quand on va utiliser ce genre d'outil. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre dans le contexte de l'IDE ici hop, le fichier que je viens de créer. Je lui dis vas-y, développe-moi l'application. Et là, il va me répondre OK, pas de souci. Et donc, il va me décrire un petit peu l'architecture qu'il va mettre en place au niveau des fichiers sur mon application. Donc, on voit qu'il me répond bien qu'il va faire un back, un front, il me met de la documentation, il me fait du Docker, je suis plutôt content. Il continue de travailler et il commence en fait à me créer automatiquement des fichiers sur mon IDE. Allez, on va passer directement sur l'IDE pour avoir un petit peu de démo, ça sera plus sympa. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait des impressions à écran juste avant pour la première étape? C'est parce qu'il va prendre un petit peu de temps quand même à réfléchir, à analyser ce qu'on lui demande. Sur une présentation comme ça va représenter peut-être 5 minutes de génération. Ça aurait été un peu chiant à attendre. Bon, je vais peut-être vous montrer ce qu'il a fait. Voilà, stock. Et donc, il m'a fait une application. Je l'ai déjà lancé sur un port. Et si je vous montre ce qu'il m'a généré, sans donner beaucoup de détails sur le design, c'est en fait déjà une application qui visuellement n'est pas moche. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas moche. Est-ce qu'elle fonctionne? Donc, j'ai oui, quelque chose qui fonctionne et c'est plutôt cool. Je peux venir modifier ma to-do list, je peux la sauvegarder. Voilà. Du coup, c'est plutôt satisfaisant. Il a bien fait son travail. Pour en arriver là, j'ai quand même dû faire quelques petites étapes. C'est-à-dire qu'après avoir fait mon premier prompt, il m'a fait une application qui ne démarrait pas. Elle était buggée. Donc,
Malheureusement, il n'est pas encore capable de faire sur des grosses choses, des choses qui vont fonctionner du premier coup. Par contre, en 30 minutes à peu près, j'ai réussi à débugger un petit peu ce qu'il a fait et à le faire fonctionner. J'ai essayé de le débugger en faisant que du prompt, en essayant de surfer sur la vibe coding. C'était très compliqué parce qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles il ne maîtrisait pas, notamment tout ce qui est, quand on fait du TypeScript, la différence entre les différents langages TypeScript, bah, il se mélange un peu parce que des fois, il va piocher à un endroit, il va piocher à un autre, et il mélange deux syntaxes différentes, ça ne fonctionne pas. Certaines libs aussi, où il n'est pas forcément très à jour, et où il faut débugger. Mais ça, va quand même, ça a été quand même assez vite pour le faire fonctionner. Voilà. Une fois que j'ai eu ma première to-do, je me dis super, donc j'étais assez vite quand même pour faire ça. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Est-ce que peut-être je peux lui demander de venir faire des modifications sur mon projet? Et donc, on va essayer en live ça. Donc, je vais créer un nouveau chat. Donc, quand je fais ici un nouveau chat en fait sur l'idée de curseur, un peu comme si on redémarrait de zéro, donc il doit redécouvrir un petit peu le projet, etc. J'ai créé un prompt, j'en ai préparé un, et je vais lui demander en fait de m'ajouter à une feature pour ajouter des tags sur les tâches de la to-do list. J'aimerais qu'il affiche les tags sous forme de vignettes et j'aimerais encore aller plus loin en lui demandant de venir me faire une branche pour ma feature, pour respecter les standards de développement, et pourquoi pas de me créer une pull request directement sur GitHub. Ça pourrait être cool. Donc, je prends ce prompt, je le mets ici, j'appuie sur Entrée, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc on voit qu'il commence à regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Il me démarre un terminal. Alors, pour la démo, je l'ai mis en accepte automatiquement le terminal. À vos risques et périls, mais il peut le faire. Et il fait tout à ta place. C'est cool, ça fait gagner pas mal de temps. Après, on ne sait pas les commandes qu'il peut taper. Je préfère le dire. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, on a parlé de failles déjà sur ce genre d'outils, où il y a des gens qui ont mis des binaires de cursor qui n'étaient pas des binaires officiels. Apparemment, il y en a d'autres qui sont déjà fait avoir. Et ça peut aller assez vite. Donc, il est en train de faire les modifs. Je vais retourner un petit peu ici. Ce qui pourrait être sympa, je me dis, là, pendant qu'il fait les modifs, peut-être qu'on va voir les modifs en live. On va voir à quel point il est rapide. Parce que là, il est en train de modifier directement mon code, directement dans mes fichiers. Voilà. On voit que il m'a rajouté la possibilité de mettre un tag en live. Moi, je trouve ça exceptionnel de pouvoir voir directement. Je serais PO, j'ai pas grand-chose à faire. En fait, j'ai réussi à faire du code sans savoir développer là. Donc, il me dit cool, j'ai fait des modifs. Donc, il faut s'imaginer que là, j'ai un back-end, j'ai une base de données, j'ai un front. Et en fait, il a été faire les modifs comme j'ai un monorepo au bon endroit, sur le back-end, sur le front, etc. Automatiquement. Est-ce que la feature fonctionne? Allez, on va faire Toto, très original, tata. Alors, il me précise le tag, il faut que j'appuie sur Entrée pour qu'il fonctionne. Hop, j'ajoute. Et oui, effectivement, j'ai réussi à avoir ma nouvelle feature tag qui est ici et qui fonctionne. En théorie, je lui ai demandé de me faire une pull request automatique. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Hop, hop. Je vais préparer le lien. J'ai une nouvelle pull request sur mon projet. Ajout du support des tags. Bon, le nom de commit n'est pas dingue. Il m'a quand même mis un commentaire automatiquement en me disant ce qu'il a fait. Et je peux venir voir tous les changements qu'il a fait directement appliqués pour faire la feature. Je trouve ça dingue. Ouais. Là, je viens de faire une nouvelle feature j'ai mis combien de temps? En 2 minutes là. Et je peux le proposer et aller faire une petite sieste. Voilà. C'est pas mal. Je regarde un petit peu le code qu'il a généré. Je vais en parler un petit peu. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette démo? C'est que, du coup, je vous l'ai dit un petit peu, en 30 minutes, j'ai réussi à avoir une application to-do list complète avec une base de données, un back, un front, de la documentation. J'ai réussi à créer une nouvelle feature avec l'IA qui a été jusqu'à créer une pull request à ma place sur GitHub. Alors là, je me pose une question. L'avenir du développement, est-ce que c'est juste venir relire du coup du code généré par l'IA? Je me dis mince, là, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. On est sur
des features quand même assez simples. On est sur une to-do list. Mais du coup, personnellement, je commence à m'en servir de plus en plus dans mon travail de tous les jours. Et quand j'ai une feature simple, ça fait quand même un assez grand taf. Sur des features plus compliquées, on va le voir après, il y a encore un petit peu de boulot. Qu'en est-il du coup de la qualité du code qui m'a sorti? Bon, j'ai un peu prompté aussi pour qu'il aille dans ce sens-là, mais il a quand même fait une structure de fichier qui n'est pas déconnante. Je pense que j'aurais fait à peu près ça si j'étais à sa place. Au niveau des fonctions, ça reste super lisible. On peut le critiquer un petit peu ici, par exemple, hop, où il nous fait des consoles erreurs quand il y a des erreurs. Donc, je ne suis pas trop prévenu en tant qu'utilisateur s'il se passe quelque chose de pas bien. Mais ça reste assez lisible pour un humain. Je voulais aussi vous montrer un exemple de service. C'est assez simple, hein, c'est du CRUD, mais voilà, il n'y a pas de code en trop, il n'y a pas de duplication, là, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent déjà ce genre d'outils régulièrement? Ouais, j'en vois. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé du coup ce genre d'outils? Ouais. Je vais vous montrer quelques tips du coup pour les utiliser demain, pour vous. Premièrement, je pense que j'aurais eu la question, qu'en est-il, c'est la question que tu as posée tout à l'heure, du privé, enfin de mon code. Où est-ce qu'il va mon code? Ils ont une option pour dire, ce code-là, il ne sera pas entraîné par l'IA qu'on utilise. Donc ça veut dire que mon code ne sera pas envoyé pour l'entraînement de l'IA. Donc demain, potentiellement, si je ne coche pas cette case-là, mon code pourrait être réutilisé sur un autre IDE d'un autre développeur et ressorti en fait. Donc, c'est pas mal. Ils sortent ils ont la feature. Après, qu'est-ce que ça vaut? Je n'ai pas été lire les petites lignes. Heu, je leur fais plutôt confiance. Un autre tips là-dessus, qui marche aussi plus ou moins bien, c'est les cursor rules. On a vu tout à l'heure, que quand j'ai créé mon code, je me suis dit: «Ah mince, par exemple, le nom de commit, il est pas dingue». Potentiellement, je peux venir créer une rules qui dit: j'ai envie d'utiliser une convention de nom de commit. Donc cette convention, par exemple, ça peut être du Gitmoji. Donc ce que j'ai utilisé ça peut être plein de choses. Et vous pouvez venir le décrire. Et donc ça peut être sur des noms de commits, ça peut être sur des règles de code. Donc si vous voulez un code en architecture hexagonale, par exemple, vous pouvez créer une rule pour dire moi je veux l'architecture hexagonale. Si vous voulez éviter la duplication de code, vous pouvez dire évite la duplication de code de telle façon. Voilà, il y a plein de rules que vous pouvez imaginer et pouvoir créer au fur et à mesure que vous codez via l'idée. Voilà. Donc on a créé une petite application simple. Maintenant, je vais passer sur une application un petit peu plus compliquée, qui est une application multimédia. Je me suis dit, en fait, je m'ennuie un peu à la maison. euh, j'ai voulu faire une application qui résume un petit peu toute une database de films, de séries, de chaînes. Et donc, en fait, j'ai voulu prendre un flux multimédia, par exemple, ma liste de films que j'ai sur mon ordinateur. La base de données, je ne sais pas si quelqu'un connaît The Movie Database, qui est en fait une grande database qui vient noter les films, qui vient les décrire, et, plein de choses. Et le but, ce serait de fusionner ça et en fait de créer une application où je pourrais voir toute la liste de films, de séries qui sont disponibles, la description, la description des notes, les genres de contenu. Pourquoi pas une IA qui viendrait m'aider à choisir qu'est-ce que je veux regarder ce soir. Et ça pourrait, le flux multimédia, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être Netflix, ça pourrait être Prime, ça pourrait être de l'IPTV, ça pourrait être ce que j'ai sur mon ordinateur. Enfin, on pourrait imaginer plein de features. Je ne vais pas faire la démo là comme ça en live, mais en 5 heures, j'ai réussi à avoir un POC fonctionnel en prenant un flux IPTV en entrée, euh, l'affichage de toutes les chaînes IPTV, l'affichage des films avec leurs notes, avec le lien avec la base de données, l'affichage des séries aussi, et un lecteur vidéo en 5 heures. Petit disclaimer sur les IPTV quand même. Donc il y a des IPTV légales et des IPTV non légales. Là, j'ai pris cet exemple-là parce que pour moi, pour développer, ça a été assez vite. J'ai pris des contenus légaux qui sont disponibles directement sur GitHub. Attention avec l'usage de ce genre de choses. Pour vous montrer un petit peu ce qui m'a généré, Bon, c'est encore une interface
les goûts, les couleurs, on pourrait discuter. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus original. Je lui ai pas trop donné, en fait, quand j'ai prompté ce POC-là, je lui ai pas trop donné de direction. Il a fait tout seul. Moi, je trouve qu'il m'a sorti quelque chose d'assez sympa automatiquement, avec la possibilité, du coup, d'importer en fait une playlist IPTV en mettant l'URL, en l'important. Et bah, c'est venu directement me mettre la liste de mes films. Quand je clique dessus, il me met la description. Hop. Pareil sur la liste des séries. Quand je clique sur les séries, je peux directement venir regarder la série via un lecteur. Il me met la description de toutes les saisons, etc. Voilà. Et ça en 5 heures. Toc, toc. Voilà. Et donc, moi, je me dis, quand j'ai développé ce petit outil-là, bah, je me suis dit, bah, c'est cool, je surfe sur la vibe coding parce que là, très clairement, en 5 heures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup prompté. J'ai débugué quand même parce que je me suis dit, je vais partir sur une nouvelle stack que je ne connais pas forcément énorme, donc en React Native pour pouvoir être multiplateforme, avec une base de données NoSQL, avec des outils pour le faire directement depuis les apports embarqués, etc. Donc, je ne connaissais pas très bien. Il a fallu quand même que je mette un petit peu les mains à la pâte. Et en fait, je me suis vite pris à dire, vas-y, je vais faire plein de features en promptant directement sur mon IDE et dire, bah, vas-y, je vais rajouter bah, des tris, commence à me sortir les meilleurs films par note, triez-les-moi par catégorie, etc. Et là, j'ai vite rencontré des problèmes. Voilà. Donc, j'ai voulu sortir des features, des features, des features, comme un PO. Euh, quelles étapes j'ai fait pour en arriver là? Bah, en fait, j'ai suivi à peu près le même principe que je vous expliquais tout à l'heure. D'abord, je me suis créé du coup un fichier qui explique un petit peu toutes les features que je voulais sortir. Je me suis aidé de la même façon en fait de Cloud AI pour le générer. Et donc, je lui ai dit, bah, on va traiter des fichiers M3U. Donc, M3U, c'est un type de fichier pour lire de l'IPTV. Je vais le stocker dans telle base de données. En navigation, je veux quand même avoir certaines features. J'ai aussi sorti un plan de développement parce que là, c'était une application un peu plus grande. Je me suis dit, je vais quand même lui expliquer comment moi j'aurais fait. Et donc, je lui ai dit, bah, d'abord, tu commences par setup le projet. Ce qui m'a permis bah, de ne pas lui dire juste, bah, développe ton application. Je lui ai quand même dit, bah, on va commencer d'abord par faire le setup. Donc, il m'a setup un React avec une base de données, avec quelque chose qui se lance. Là, j'ai vérifié que ça a fonctionné. Une fois que ça a fonctionné, je lui ai dit, allez, go, on va configurer une base de données, on va créer bah, tous les objets de la base de données. Il me l'a fait, j'ai vérifié que ça fonctionnait, etc., etc., etc. Et donc, c'est un conseil que je vous donne, si vous, demain vous voulez utiliser ce genre d'outil aussi, c'est de ne pas perdre les habitudes que vous avez en tant que développeur et de garder ces réflexes, de dire bah, j'y vais étape par étape, je vérifie que ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, je peux aller plus loin. Une fois que j'ai fait ça, bah, forcément, j'ai prompté, je lui ai dit bah, vas-y, prends le fichier, on va faire le point Intel, il me les a développés. Et je suis arrivé à ce résultat-là. Donc moi, je trouve qu'il a fait un travail assez impressionnant pour faire un POC en 5 heures de ça et de me montrer surtout, moi je voulais voir aussi que c'était possible de le faire. Et j'ai vu que c'était possible de le faire, c'était très rapide. Euh, j'ai remarqué que bah, en fait, il n'est pas capable de quand même toujours de faire, et on l'a vu déjà avec la to-do list, de me faire quelque chose qui fonctionne du premier coup. Et donc ouais, aujourd'hui, effectivement, si je ne suis pas développeur, c'est quand même assez compliqué d'arriver à ce genre d'outils assez rapidement. De faire fonctionner quelque chose. Par contre, en tant que développeur, avec ton expérience de développeur, bah, tu vas savoir y aller. Et en final, bah, la vibe coding, ah bah, elle a fonctionné pour moi. J'ai réussi à avoir quand même une application qui fonctionne en très peu de temps. Mais ça a fonctionné qu'un temps. Là, quand j'ai voulu rajouter des features, et notamment, j'ai voulu rajouter des features sur une partie du code qui est le parseur qui va venir bah, checker un flux d'entrée, bah, une liste de contenu, et venir le merger avec bah, la base de données de Movie pour mettre les notes, les descriptions, etc. Et j'ai voulu commencer à ajouter et améliorer ce process-là. Le process, en fait, faisait déjà 320 lignes quand il me l'a développé au début, ce qui est assez conséquent. Et quand j'ai commencé à vouloir ajouter des features, bah, je suis juste arrivé à 500, 600 lignes avec beaucoup de duplication de code, un code qui est devenu illisible et immaintenable. Et donc, en fait, bah, j'ai passé 5 heures à faire une application qui fonctionne.
j'en ai passé peut-être 10 à essayer de faire quelque chose de propre sur la partie, sur la partie, partie. Et vraiment, là, je trouve que c'est là peut-être un peu la limite, donc aujourd'hui, en tout cas, de ces outils-là, c'est qu'il ne faut pas se laisser prendre par cette vibe coding et il faut vraiment reprendre ses réflexes de développeur et dire: «OK, là, j'ai quelque chose qui fonctionne, je relis le code». Je relis le code, je lis et là, on peut lui dire par contre sur le prompt: «Écoute, c'est ce que tu as fait là, tu peux l'améliorer comme tu l'aurais fait à ton collègue». Et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc, pour enlever la duplication de code, par exemple, on peut venir sélectionner une partie du code. Alors je vais vous montrer. Touc touc, voilà, vous pouvez venir sélectionner une partie du code. Je pense que ceux qui utilisent l'IE, le font régulièrement et ici venir dire: «Bah, refactorise-moi, j'ai remarqué que, bah, tu as fait, de la duplication, que là tu utilises ça et j'aimerais que tu le changes». Exactement comme si on faisait, une relecture de code, sur une PR. Donc je vous conseille d'y arriver très vite et de ne pas vous laisser, submerger par ce mode: «Je veux faire des features, je veux faire des features». Et j'ai eu aussi rapidement des gros problèmes de perf sur l'importation. Forcément, comme il m'avait fait du code un petit peu, comme il pensait, bah, il y a plein de choses qu'il n'avait pas pensé. Par exemple, c'est le code qu'on vient de voir un petit peu sur l'IDE, mais ça, c'est, juste la partie du code qui permet de venir me créer, en fait, des médias dans la partie service. Et il n'a pas été assez intelligent pour se dire, «Tiens, je vais peut-être le mettre, dans une autre classe, peut-être DAO pour venir créer, les objets». Il n'a pas été faire des mappeurs et donc le code devient vite très, 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 très lourd, et avec pas mal de duplications. Là, on voit que ligne 242 et ligne 276 à droite, bah, on a peut-être du code qui ressemble, qui ressemble fort. Il y a peut-être des choses à faire et cetera. J'en ai déjà parlé du coup en solution, ne pas se laisser surprendre par cette vibe coding, garder ses réflexes de développeur et je le répète, utiliser les rules cursor. Ces rules-là, elles sont faites pour indiquer à l'IDE, enfin, pardon, à l'intelligence artificielle de dire les directions que vous voulez prendre sur vos projets en termes de développement et il faut en abuser pour qu'il arrête de faire, les choses à sa façon et qu'il les fasse plutôt à la vôtre. Et donc lui indiquer comment arrêter de dupliquer du code, potentiellement avoir des stratégies de test, limiter la taille des méthodes, qui pourrait être une solution pour avoir du code plus propre. Heu, voilà, j'en arrive à la fin. En conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que quand même avec ce genre d'outils, on a un petit peu un développeur junior dans la poche, quand on veut utiliser. Je regarde là-bas on a les stagiaires qui sont là, c'est pas péjoratif, mais c'est un peu le cas parce qu'on va avoir quelqu'un qui va savoir faire des choses qui fonctionnent, mais qui a sûrement besoin de direction pour avoir des choses maintenables et derrière qu'on puisse utiliser, plus pérennement. Après, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe ailleurs que dans l'informatique sur les IA, en petite parenthèse. Moi, j'ai entendu dire qu'ils ont réussi à faire une puce, mince, comme les puces Intel, mais directement créée par l'IA où on ne sait pas comment elle fonctionne. Donc potentiellement, peut-être que demain, on va savoir faire des programmes aussi, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Peut-être que ça fonctionnera. Pour l'instant, moi, je vous conseille d'essayer d'avoir des choses que vous maîtrisez. Je trouve que c'est un outil très, très impressionnant parce que, on va assez vite et on commence à gagner beaucoup de temps sur nos développements. Moi, je l'utilise régulièrement, du coup, sur mon travail pour des features simples, en tout cas. Par exemple, la dernière fois, j'avais une nouvelle colonne de tableau à rajouter dans une IHM et je devais faire la modif sur le front et rajouter la colonne aussi sur le back dans une base de données. En 10 minutes, j'avais la feature, il me l'a fait en pull request. Moi, j'en avais peut-être passé, 45. Cool, tant mieux. Ouais, j'ai pu faire une test entre les 2, c'était cool. Voilà, pour faire de la documentation aussi. Alors la documentation, c'est que c'est un truc qu'on prend super plaisir quand on est développeur et ça par contre, ça fait vraiment bien le taf, ça vient bien décrire ce que tu veux, donc sympa. L'implémentation de test aussi, j'ai pas fait de démo sur ça, mais il va pouvoir aussi, venir, bien nous aider sur l'implémentation de test. Encore que, attention, la duplication de code et tout ça qui va générer. Je le répéterai jamais assez, attention à garder ses réflexes de développeur et de pas se laisser surprendre par cette fameuse vibe coding, qui est tentante. Mais là, il va falloir quand même, prendre du recul sur ce qu'on fait et bien relire régulièrement ce qu'il fait. Sinon, on commence à avoir un code très peu maintenable. J'aimerais finir là-dessus. Heu, 30 novembre 2022, ChatGPT arrive dans nos vies. C'est il y a 2 ans et demi. Mars 2024, Claude sort.
Claude 3, un modèle qui fonctionne bien pour le code. Ça, c'était il y a 1 an. Fin 2024, Anthropic, je ne sais pas si vous avez entendu, sort les MCP. Du coup, c'est modèle contexte protocole. Ça permet de venir faire interagir des IA avec à peu près tout et n'importe quoi à condition que c'est codé. Donc, par exemple, avec IntelliJ, par exemple, avec GitHub, mais avec n'importe quel outil, un outil de comptabilité, etc. Mais 2025, bon, là, c'est parce que c'est aujourd'hui, mais il le fait depuis un petit moment. L'IA propose une feature à ma place et fait une pull request à ma place. Moi, je vous pose la question, je me pose la question, c'est quoi le futur de notre métier? Comment est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. C'est pas, enfin, ça va être important et j'ai hâte de voir à quoi ressemble notre métier dans 10 ans. Voilà, c'est le petit mot philosophique pour la fin. On peut en discuter après autour d'une bière, un café, un vin blanc ou ce que vous voulez. Et j'en ai fini pour moi. Si vous avez des questions, soit maintenant, soit autour d'une bière, n'hésitez pas. Hop. Et vous avez mon contact si vous voulez garder contact ici sur le projecteur. Merci. Petite question sur les pull requests. Là, tu as montré que ça pouvait créer une pull request. Est-ce que ça peut interpréter aussi les commentaires qu'on fait dessus? Est-ce que tu sais ça? Je n'ai pas essayé. Alors là, pour créer la pull request, ça se base sur un CLI qui est GH, GitHub. Et ça se base sur le CLI GitHub. Donc j'imagine qu'ils peuvent venir interroger le CLI GitHub pour venir faire des choses si tu lui écoutes. Parce qu'il y a aussi des IA qui peuvent faire des retours de pull request et je me dis peut-être ça peut raffiner un peu le truc. Ouais. J'ai jamais essayé, mais j'imagine. En fait, à partir du moment où tu as l'outil installé en ligne de commande sur ton poste pour venir interagir, il va pouvoir le faire. Ouais. Okay. Il ne le faisait pas de base. J'ai dû installer le CLI avant, mais c'est lui qui m'a proposé de l'installer. Voilà. Ouais. Du coup, tu avais utilisé le projet au travail. Comment ça se comporte pour des projets qui n'ont pas été préparés? Ouais, pareil, en fait, il y a une notion de contexte dans l'IDE. On va le montrer là. Ici, en fait, tu as toute une notion de contexte. Lui, par défaut, il est capable d'aller lire tout ton projet. Alors, des fois, tu dois lui dire, scanne-moi mon projet, tu dois lui rappeler parce qu'il va être un peu fainéant sur les bords. Tu peux aussi venir mettre une partie de ton projet, le mettre ici pour lui dire, vas-y, va lire ce qui se passe et tu peux lui mettre un commentaire, dire, dans cette partie-là du projet, il y a ça, dans cette partie-là, il y a ça, alors fais-moi ceci, ce qui va pouvoir venir t'aider. Et en vrai, il se comporte plutôt bien du coup en scan de projet. Je n'ai pas essayé sur des gros monolithes parce qu'on est plutôt sur des petits projets, moi, là où je bosse et sur ce que j'ai pu tester, mais ça réagit plutôt pas trop mal. Oui. Dans la résolution de bug avec ChatGPT, typiquement, quand tu veux passer une fonction, on peut lui demander tiens, est-ce qu'il y a un risque de ceci, de cela? Ouais. Et il a des réponses plus ou moins fiables. Voilà. Est-ce que là, sur un projet entier, on peut lui dire tiens, j'ai essayé, ouais. Mes utilisateurs ont des problèmes de connexion, mes utilisateurs ont des problèmes de synchro, de choses. Ouais. Alors moi, j'ai essayé avec mes stack traces. Je lui ai copié-collé ma stack trace, il m'a trouvé le bug. Ouais. Et j'ai essayé aussi de faire de l'audit sur des projets. Lui dire, tiens, scanne-moi le projet, puis dis-moi un peu ce que tu en penses, ce qui est améliorable, ce qui a des failles. Et il répond pas trop mal. Il utilise Docker. C'est parce que moi, en général, je lui dis d'utiliser Docker parce que j'aime bien. Je pense que je n'ai pas essayé sans lui demander parce que souvent, je lui dirige quand même vers les choses que j'aime bien et que je maîtrise. Oui. C'est peut-être plus un débat autour de la bière, mais tu disais, est-ce que le métier va tourner dessus? On va valider ce que l'IA fait. En fait, on a des slides où il y a l'historique, je pense, plutôt que... C'est possible. Mais Bill Gates, il a dit que le métier de développeur, c'était l'un des derniers des métiers qui ne sera pas remplacé quand même. Il m'a rassuré. Mais ouais, effectivement, on se pose la question, on verra bien. Il y a quelques études qui sont sorties, je sais plus si c'est Facebook ou Apple qui disaient déjà que 30% des programmeurs qui sont dans les banques. En effet, je ne sais pas si ce sera remplacé, mais je pense que ce sera plus encore plus dans une notion d'expertise, d'analyse plutôt que dans la réalisation. Alors sur le court terme, c'est sûr, c'est déjà ce qui est en train de se passer en fait. Moi, je me pose juste dans 10, 15 ans, 20 ans. Ça sera sûrement. Ça va évoluer. J'ai insisté sur le fait que ça évolue vraiment vite.
Mais on verra bien, en fait, seul l'avenir nous le dira, hein, comment ça va interagir. Et je pense qu'on a quand même envie, et surtout que c'est des développeurs qui font ça à la base, on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Et le premier truc qu'ils font, je sais pas si vous avez suivi un peu Anthropic, on ne sait pas trop comment fonctionne une LLM. On sait comment faire une LLM, mais on a du mal à comprendre comment elle réfléchit. Et en fait, il y a des études de recherche qui sont faites, et chez Claude, ils ont sorti un article là-dessus il n'y a pas trop longtemps qui explique un peu qu'en fait, ils ne comprenaient pas, ils commencent tout juste à essayer de comprendre comment elle réfléchit, et ça fait un peu peur. Mais l'humain, je pense qu'on a besoin de savoir comment ça marche. On va voir les virages que ça prendra, mais moi, je pense que garder une petite main là-dessus, ça serait quand même intéressant. C'est nous, développeurs, qui se posons la question, mais les patrons qui payent ça. Ouais, c'est l'humain qui se pose la question. Là. Ça fait forcément peur de venir voir surtout avec tout ce que les science-fiction, tout ce qu'on a pu sortir, de voir des IA arriver en mode on ne sait pas comment elles fonctionnent. La chose que tu dis, c'est il faudrait peut-être comprendre. Ouais. Mais du coup, là, on parlait de IA développeurs, on va dire, donc ça reprend un peu notre travail, mais on peut parler aussi des testeurs, des PO aussi, et on pourra avoir aussi... Ouais, moi, on pourra en parler autour d'une bière si tu veux, mais ouais, je me suis concentré sur mon métier, moi, personnellement. C'est bon? Super, merci beaucoup. Juste 2 secondes pour vous solliciter un peu.